Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier d'être présents aujourd'hui pour ce moment d'échange et de réflexion consacré à une question aussi essentielle, celle des migrations liées au réchauffement climatique. Comme vous le voyez, nous sommes hors de nos bureaux pour l'instant. Je n'ai donc pas pu imprimer mon discours, enfin mon petit mot d'introduction. On ne va pas parler de discours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter brièvement la structure qui a le plaisir d'organiser cette rencontre, le Centre régional d'intégration Centre-Wapi, plus communément appelé le CRI-CEWE. Notre mission, depuis de nombreuses années, est d'accompagner les dynamiques d'intégration sur notre territoire en favorisant la rencontre et le dialogue interculturel, l'accompagnement des personnes étrangères et la sensibilisation de l'ensemble de la société aux enjeux liés aux migrations et à la diversité. Si nous avons souhaité organiser ce colloque aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on avait commandé la température, c'est parce que les migrations ne peuvent plus être pensées uniquement sous l'angle politique, économique ou humanitaire. Le dérèglement climatique vient désormais dessiner les parcours de vie de millions de personnes à travers le monde et nous oblige collectivement à interroger nos responsabilités, nos solidarités et notre capacité à anticiper les défis de demain. Comprendre ces réalités, croiser les regards, nourrir le débat, c'est précisément l'objectif de cette soirée. Avant de passer la parole à Stéphane, je tiens à vous préciser que nous avons de quoi boire là derrière. N'hésitez pas à vous lever pendant la séance et aller vous chercher des bouteilles d'eau ou autre chose. Il y a du thé aussi. Et si jamais vous avez des petits soucis de mobilité, n'hésitez pas à me demander, j'irai. Ça va ? Voilà, je passe la parole à Stéphane, mon collègue, qui a organisé cette conférence. Merci Stéphane. Merci Valérie. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés, d'être présents malgré cette chaleur. Et donc, rentrons directement dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est une matière qu'on a peu l'occasion d'entendre, justement, les circonstances, ce qui construit les migrations climatiques, et pourtant, vous le verrez avec les interventions réciproques, que c'est quand même ce qui représente le plus de déplacés sur la planète. Nous avons vécu l'année dernière déjà des catastrophes sur le continent européen, que ce soit en Grèce, en France, en Italie, à différents endroits. On a eu un été particulièrement chahuté sur le plan du climat. Et il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, 2 pics de chaleur ici en Belgique. Vous voyez déjà que ça contraint, que ce soit pour le monde du travail, que ce soit pour les personnes les plus précarisées, les personnes les plus fragilisées. C'est facile, évidemment, quand on entend certains dire il suffit d'aller se baigner dans une piscine ou prendre une bière. Ça, c'est possible quand on est dans une 4 façades et quand on a toutes les bonnes commodités pour pouvoir vivre dignement cette chaleur. Mais quand on est dans la précarité, c'est déjà beaucoup plus compliqué, même sous nos cieux. Alors imaginez-vous, et c'est évidemment le sujet de ce soir, imaginez-vous quand vous habitez dans le delta du Gange, au Bangladesh, delta du Gange et du Brahmapoutre, où quelquefois 1/3 de la population doit migrer suite aux inondations, ou tout simplement quand plus rien ne pousse dans certains pays où tout est aride, où il y a la raréfaction de la possibilité de faire pousser quoi que ce soit, et donc les personnes sont obligées de se déplacer tout simplement pour subsister. Aussi, il nous semble important de questionner notre rapport à la solidarité que nous avons avec les personnes migrantes. Souvent, on dit, c'est la réalité de certains continents, il a toujours fait chaud, les relativistes le disent, il a toujours fait chaud sur ces contrées, ils sont habitués. Non, en fait, même là où il faisait déjà chaud, c'est encore plus chaud. Et là où les gens habitaient et habitent toujours pour l'instant près des mers, ça commence à monter. Alors 3 mm par an, on a l'impression que ça ne représente pas grand-chose, mais 3 mm par an, ça peut permettre parfois à des habitations de complètement disparaître et de vivre les pieds dans l'eau.
Alors, je ne vais pas être trop long parce qu'il y aura déjà pas mal de choses à dire et vous allez avoir la possibilité d'avoir un visuel, un support à chaque fois par les trois personnes que nous avons décidé de faire venir et je les remercie parce que vous allez voir que la complémentarité de leur exposé va vraiment être riche d'enseignements. Vous dire aussi que Julien, qui est ici présent, va filmer toute la soirée et donc on aura l'occasion pour ceux ou celles qui n'ont pas su nous rejoindre, c'était le cas de plusieurs personnes qui avaient d'autres occupations aujourd'hui, d'autres obligations quelquefois, de pouvoir revoir la conférence. Je remercie donc de s'être déplacé jusqu'à la Louvière Monsieur Pierre Rosaire. Pierre Rosaire est docteur en sciences géographiques de l'Université de Liège, climatologue spécialisé dans les processus de désertification, dans la gestion des catastrophes naturelles, dans les conséquences des modifications environnementales sur la santé publique et dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Il enseigne aussi ces matières dans 5 facultés à l'Université de Liège, mais aussi à l'Università di Studi di Genova en Italie. Voilà, s'il y a d'autres choses à rajouter, je vous laisserai le loisir de compléter votre biographie. En deuxième prise de parole, vous aurez l'occasion d'entendre Sotieta Ngo, qui est directrice du CIRE depuis 2017. Juriste de formation, elle consacre l'ensemble de sa carrière à la défense des droits des personnes étrangères et aux enjeux liés aux migrations. Au fil de son parcours, elle a exercé comme avocate au barreau de Bruxelles, travailleuse sociale, conseillère en cabinet ministériel et chargée de projets académiques à l'ULB. Les questions migratoires et la situation des personnes en migration constituent le fil conducteur de son engagement professionnel. Et enfin, nous avons le plaisir aussi de recevoir Jean-Pascal Van Yperseel, qui est titulaire d'un doctorat en physique du NCAR, National Center for Atmospheric Research aux USA, et de l'Université catholique de Louvain, où il est professeur de climatologie et des sciences du développement durable. Il a publié de nombreux articles avec des spécialistes des sciences naturelles et sociales. Il a participé activement aux travaux du GIEC depuis 1995, où il a été vice-président. Je crois que vous le connaissez aussi par ce biais. Voilà, donc un très beau panel pour vous parler d'un sujet hautement d'actualité et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc sans plus attendre, je laisse d'abord la parole à M. Pierre Rosaire et je vous remercie encore de votre présence. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais quand même me mettre debout un instant. Voilà. J'ai mis ma belle chemise de circonstance. Je la mets rarement, et donc c'est mon style magnum, mais je la mets tellement rarement, mais quoique il fait de plus en plus chaud, donc je la mets fréquemment. Mais je ne suis plus l'homme que j'ai été à une époque, donc je sais encore la fermer, mais c'est la dernière fois peut-être que vous me voyez avec. Bon, voilà, j'essaie de mettre un peu de légèreté par rapport à cette situation actuelle qui, ici et ailleurs, est extrêmement problématique. C'est un honneur pour moi d'être dans une salle rouge à la Louvière. C'est un honneur pour moi d'être à côté de la présidente du CIRE. C'est un honneur pour moi d'être à côté de Jean-Pascal Van Yperseel, qui était dans mon jury de thèse de doctorat. Donc c'est un honneur et en même temps j'ai les chocottes encore. Bien. Ce que je vais faire très, très brièvement, en fait, c'est vous donner quelques exemples de ce que nous étudions sur la question, justement, des déplacements climatiques et environnementaux. Et on va se balader en quelques coins de la planète, mais bon, il y a un point évidemment essentiel sur lequel peut-être Jean-Pascal va revenir, c'est la question de la population qui ne cesse d'augmenter. Mais c'est également le fait que depuis finalement peu de temps, une grosse décennie, il y a sur cette planète plus de personnes qui vivent dans les villes que dans le monde rural. Et que l'essentiel de la croissance démographique à venir, c'est dans les villes. Et il suffit d'être dans une canicule comme celle-ci pour se rendre compte qu'il fait plus chaud dans les villes qu'en dehors des villes. Et donc, si vous voulez, en termes d'exposition, c'est quand même pas rien. Il faut savoir aussi que l'essentiel, la plus grande partie de ces villes se retrouve au bord des océans.
Et bien évidemment, lorsqu'on est au bord des océans, on est exposé à toute une série de risques, notamment liés au climat, notamment, et ça, bon, Jean-Pascal, tu en parles, toi, de cette explosion de risques où je passe? Oui, je vais en parler un Voilà. peu, mais ça n'empêche pas que tu en parles. On va dire des choses différentes et complémentaires. Donc, Voilà, on va se complémenter. Pour votre plus grand plaisir. Et donc de manière probable, donc on va avoir de plus en plus ou en tout cas de plus en plus de soucis avec les cyclones tropicaux, de même qu'on va avoir de plus en plus de poches de sécheresse, notamment ici en Belgique. J'ai un doctorant qui termine sa thèse là-dessus. C'est très problématique dans certaines régions de Belgique, notamment en province de Luxembourg. De manière très probable, on l'a vécu à Liège il y a quelques années, mais pas que à Liège malheureusement, on va avoir des événements pluviométriques extrêmes qui vont évidemment se transformer en désastres. Il faut savoir que, bon, on est en train de terminer le calcul, entre guillemets, mais les inondations de 2021, c'est 4000 personnes qui ont dû se déplacer en Belgique. Donc ce que je vais vous présenter, c'est évidemment en plus grand nombre ailleurs, mais c'est également ici et maintenant, et même il y a 5 ans que ça s'est passé sous nos latitudes, à côté de chez nous. Alors de manière virtuellement certaine, on va avoir des soucis le long des océans et des personnes qui vont devoir se déplacer pour pouvoir simplement assurer leur survie. Donc tout ça va avoir un coût et ça fait quand même un certain temps qu'on en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'on est informé, qu'on a les stats, qu'en fait il y a beaucoup plus de personnes qui se déplacent pour des raisons, on va dire, naturelles, catastrophes naturelles, que suite à des conflits, et Dieu sait combien il y a de conflits pour l'instant. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc maintenant, je vais passer simplement à quelques case studies. Et donc, je vais vous amener tout d'abord dans la corne de l'Afrique, du côté de Djibouti, où en fait, parfois on sait anticiper, et notamment le fait qu'on ait des sécheresses régionales de grande ampleur qui en fait vont avoir des conséquences sur les déplacements de population. Alors, j'y suis allé il y a une bonne dizaine d'années, et la première chose que j'ai eu à faire en descendant de l'avion, c'est directement aller dans une salle de réunion où en fait il y avait les responsables de toute une série d'organismes des Nations Unies, mais également le ministre en charge de, je ne sais pas, des affaires intérieures, etc. etc. Et en fait, j'allais à Djibouti pour l'Agence française pour le développement, et par Dieu sait quel stratagème, ils avaient appris que j'étais climatologue. En plus, climatologue béni par Jean-Pascal Van Ypersel, donc vous imaginez. Et donc, ils m'ont demandé à ce que je leur fasse un inventaire de la sécheresse qu'ils étaient en train de vivre, de la caractériser et de voir dans quelle mesure ce qu'ils vivaient était extrême ou non, parce qu'en fonction de cela, ils pouvaient enclencher toute une série de mécanismes pour l'aide internationale. Et moi, je les ai regardés en disant, pourquoi vous ne demandez pas à quelqu'un d'ici? Et ils m'ont regardé aussi bêtement que je les regardais en disant, mais nous n'avons pas de personnes formées en climato. Et donc on ne sait pas. Et tant qu'on n'a pas l'info, on ne sait pas enclencher les mécanismes. Et donc, c'était quand même du lourd, quoi. Et donc très rapidement, en activant ce qui était possible, on a réussi à remonter dans le temps plus d'un siècle. Et comme vous le voyez, sur la fin de la hop là, toujours rêvé d'être un artiste. Sur la fin de ce graphique, donc on est en 2011, 12, 13, eh bien, la courbe noire ici qui représente la moyenne sur 5 ans, ou la courbe rouge qui représente la moyenne sur 10 années, en fait n'a jamais été aussi basse, et ce depuis le début du XXe siècle. Et donc en fait c'est une sécheresse extrême que jamais on n'avait pu mesurer par le passé.
c'est exactement le même type de choses qu'on va aller trouver ensuite du côté de la Syrie, mais également à d'autres endroits qui vont déclencher des mouvements de population avec toute une série de désagréments qui vont avec. Donc le réel, c'est que moi je me retrouve en périphérie de Djibouti, donc de la ville de Djibouti, avec toute une série d'habitats spontanés, dont toute une série en fait sont dans les fonds des oueds. Alors bien évidemment, quand on est dans le fond des oueds, les oueds ce sont ces cours d'eau intermittents, qui sont la majeure partie du temps dans les zones arides, semi-arides, à sec. Mais lorsqu'il pleut, et parfois très loin, en fait ça devient des tsunamis entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que c'est. Eh bien en fait ça peut évidemment être problématique, parce que si ça arrive la nuit et que vous dormez dans votre habitat précaire comme ça, et que vous êtes dans le fond de la vallée, en fait vous êtes emporté. Et d'habitude, on n'est pas de grands nageurs dans ces zones-là. Et donc on se retrouve en 2017 avec déjà une population, donc c'est déjà quelques années plus tard, une population qui est pour de l'ordre de 30%, qui a besoin urgent d'assistance humanitaire. Et dans ce cadre-là, on nous apprend en plus que ça risque, toutes les prévisions climatiques insistent sur le fait que ça va empirer. Et donc on est déjà dans le pire du pire au cours des 110, 120 dernières années, et on nous indique que ça va empirer. Donc moins, et encore sur le long cours. Et donc ça c'est en 2017, et donc ce qui va se passer, c'est qu'en effet, on le voyait venir, et donc c'est les personnes des pays voisins, dont notamment l'Éthiopie et tout ça, qui en fait vont fuir la sécheresse. Et donc là on est au milieu de nulle part en lisière de la ville de Djibouti. Vous voyez ici, vous avez l'échelle, donc ça fait, on va parler en terrain de foot, c'est un peu dans l'air du temps. Donc vous avez genre 10 terrains de foot de gauche à droite, comme disent mes étudiants, et que je reprends en disant non, on dit d'ouest en est. Voilà. Et du nord au sud, donc de haut en bas, nous avons de l'ordre de 8 terrains de foot. Donc ça fait 80 terrains de foot. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien, c'est le désert. Et puis, voilà, 2 mois plus tard, au mois d'août, tous les petits points que vous voyez, ce sont des personnes qui ont quitté soit les zones rurales, soit d'autres pays pour se rapprocher d'une ville, pour essayer de se rapprocher également de l'assistance humanitaire. En septembre, ça continue, et rebelote en octobre, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est du réel qu'on arrive à quantifier. Et le pire de tout, c'est qu'évidemment, ça a continué, ça a perduré. Donc en 2022, on est encore dedans. Et en 2023, nos collègues du World Weather Attribution, en fait, ont pu démontrer qu'en réalité, cette sécheresse majeure qu'on observe en Afrique de l'Est est bien évidemment engendrée, ou en tout cas renforcée, par le réchauffement climatique que nous connaissons. Ça, c'est le genre d'exemple qu'on peut facilement attribuer. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on va faire un saut totalement de l'autre côté du continent. On va aller totalement dans l'ouest, en Mauritanie, à Nouakchott. Et là, en fait, on a observé, là-bas, entre le Sénégal et le Maroc, qu'on a eu exactement le même mécanisme. Et donc, je vous montre ici, donc on est juste au début de la saison des pluies, en juin 2014. Et donc, vous voyez que sur cette dune, il n'y a rien. Et puis alors, on va le voir ensemble. En février, un peu plus tard en février, et puis nous sommes au mois d'août, et puis nous sommes en septembre, et puis nous sommes en octobre. Et donc, c'est ça. Sauf que là, on n'avait pas pu anticiper. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'on n'a pas de signal
dans les données, on va dire, mensuelles avec lesquelles on travaille, etc. Donc on a dû aller vraiment chercher à l'intérieur de ces données, pour aller jusqu'aux données quotidiennes, pour se rendre compte qu'en fait, il y avait eu des poches de sécheresse, dont je vous parlais tout au début, qui en fait interdisaient quelque part la pratique de l'agriculture. Et ce n'était pas juste un coup comme ça, c'était l'aspect cumulé. Parce que c'est la 3e saison où, en fait, d'habitude, on a 2 ou 3 jeux de semences. Mais à un moment, on utilise tout. Et là, la majeure partie des agriculteurs n'avaient plus qu'un jeu de semences. Et donc, on leur a dit, il faut semer à telle période. Ils ont semé, et puis pas de bol. Il y a eu une poche de sécheresse suffisamment longue. Et les gens connaissent un peu leur métier. Ils se sont dit, OK, il n'y aura plus rien qui va sortir. On n'a plus d'as dans notre jeu de cartes. Et donc, on dégage et on va à Nouakchott. Il faut se rendre compte, par rapport aux chiffres que le CIRE va peut-être mobiliser tout à l'heure, mais que Nouakchott, c'est à peu près 1 million d'habitants à l'époque. Sur 3 mois, c'est 200 000 personnes qui vont débarquer. Des chiffres monstrueux par rapport à ce qu'on a ici et qu'on va mobiliser, en tout cas certains. Donc c'est très très important. C'est très important, d'autant plus que, là je vous montre le même lieu, mais genre du style 2 ans plus tard. Il y a encore plusieurs personnes qui sont là, mais ça s'est clairsemé. Personne, parce qu'on a envoyé évidemment des personnes sur place pour aller interroger les personnes déplacées. Aucune de ces personnes ne va rentrer au village. En fait, ce n'est jamais qu'un hub d'urgence pour ensuite partir vers tantôt le Sénégal, tantôt le Maroc pour y traverser la Méditerranée ou aller vers les Canaries, etc., etc. Ou alors encore aller ailleurs. Mais donc c'est un hub, et une fois que j'ai envie de dire, ce point de bascule a été franchi, ben en fait, le retour en arrière est très rare. Il reste évidemment, et ça c'est sans aucun doute, plein de contacts avec le village et la famille et tout ça, hein, donc mais physiquement, voilà. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en termes de culture du risque, les personnes vont se déplacer et sans savoir vraiment trop où elles habitent, où elles vont se poser. Et donc, il se fait que, au début des années 2000, j'ai eu la chance, avec un de mes anciens étudiants, de faire, à la demande des autorités de la municipalité de Nouakchott, une cartographie de la ville. Et en faisant cette cartographie, vous voyez que tout ce qui est en bleu ici, ce sont des bas-fonds qui, en fait, sont sous le niveau de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pleut, c'est pas rare, c'est pas fréquent quand il pleut, mais quand il pleut, ne serait-ce que 20 mm, c'est-à-dire 2 cm, c'est pas grand-chose. Mais en fait, puisqu'on est dans des interdunes, c'est là que l'eau va en fait stagner. Et donc, nous, ce qu'on avait évidemment promu, c'est de ne pas construire là où, dès qu'il pleut, on est sous eau. Alors, c'est intéressant parce que on voit ces zones depuis l'espace. Puisque, vous voyez là, ces zones bleues, on les retrouve ici, en blanc, puisque lorsqu'il pleut, l'eau va en fait remplir la cavité, le bas-fond, va se mélanger avec le sel qui est dans la nappe subaffleurante, le sel qui vient de la mer, et puis ça remonte à la surface, ça s'évapore, et qu'est-ce qui reste à la surface? Le sel. Voilà. Et donc on le voit depuis l'espace, et comme vous le voyez, en fait, malgré les cartons et tout ça, en fait, ça a été loti. Ça a été loti tant et si bien que quelques temps après, il y a eu une pluie, et comme vous le voyez, c'est devenu Venise. Hein, voilà. Mais bien évidemment, quand il pleut, c'est tout le cortège de maladies hydriques qui vont avec ça, de dégradation des conditions économiques, etc., etc. Enfin bon, et ça prend des semaines, voire des mois, tout dépend un peu du volume, pour en fait s'évaporer et retourner à une vie normale. Et je vais terminer par un dernier point, parce que Stéphane a mentionné
personnes du Bangladesh et d'autres deltas où l'énergie du relief est quasiment inexistante et où chaque centimètre compte, hein, n'est-ce pas? Chaque centimètre d'augmentation se traduit en kilomètres en superficie. Eh bien, je vais vous amener du côté du Bénin. Et là, en fait, on est dans des tout petits deltas, et voilà à quoi on peut s'attendre. Donc là, vous voyez, on est non loin de la frontière avec le Togo. L'essentiel des habitations que vous voyez là, ce sont des habitations de pêcheurs. On est en 2002, et en fait, 15 ans plus tard, il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que, alors, c'est pas d'un coup, hein, c'est pas un tsunami, c'est progressif. Et ça veut dire que les gens n'ont pas d'autre choix que de reculer. Alors, ils ne se déplacent pas sur des kilomètres, mais ils se déplacent et à un moment, ils saturent tout l'espace littoral. Parce que eux reculent, mais il y a d'autres personnes des zones rurales qui, elles, arrivent. Et donc, si vous voulez, la zone extrêmement fragile est prise d'assaut. Et ce n'est pas que l'augmentation du niveau des mers qui fait ça, bien loin de là. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a toute une série de mécanismes qui jouent sur l'évolution des littoraux. Et tout se renforce, n'est-ce pas? Et donc, notamment, on a, dans ce coin-là, on a des barrages. On a un barrage sur la Volta, qui fait en sorte qu'on a le lac artificiel le plus grand du monde. Alors, ça va capter 90% des eaux de ce bassin versant. Mais évidemment, ça va capter l'eau, mais également les sédiments qui vont avec. Et les sédiments qui ne vont plus arriver à l'exutoire et alimenter les plages et le delta qui va avec. Et donc, naturellement, on va avoir un déficit sédimentaire et donc une érosion. Alors, il y a d'autres endroits où on va faire des barrages. Alors, les barrages, c'est super, hein, parce qu'il y a des points positifs tout là aussi. Hein, mais voilà. Et on va également construire, ce qui est logique parce qu'on est dans une économie qui veut ça, des ports pour favoriser les échanges. Et donc, vous avez les ports qui vont être construits au milieu des années 60. Et ça va avoir directement des conséquences, puisque le littoral, notamment à Cotonou, il est étiré là. Et très rapidement, avec la construction du port, d'un côté, on va avoir accumulation des sédiments, puisque les sédiments se déplacent de la gauche vers la droite, donc de l'ouest vers l'est. Et comme ils sont bloqués par la construction du port, en fait, ils ne transitent plus dans la partie orientale de Cotonou, qui de facto va s'éroder. Parce que tout grain de sable qui s'en va, lui aussi, dans cette direction-ci, n'est pas remplacé, parce qu'il est coincé par ailleurs. Et si vous rajoutez à ça le fait qu'il y a une extraction de sable importante pour la construction, qu'on va détruire la mangrove, qui est un écosystème qui va justement maintenir les littoraux, plus alors évidemment l'évolution du niveau de la mer suite au réchauffement climatique, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement complexe. Tellement complexe que mes collègues qui étudient ces zones-là montrent qu'au cours des 6000 dernières années, en fait, on a eu un gain de terre sur la mer. Il y avait de plus en plus de sédiments qui arrivaient dans la mer, et donc en fait, on gagnait du territoire sur la mer. Et c'est à partir de 1965 qu'on a en fait inversé le processus, notamment grâce, ou à cause, des barrages et des ports dont je vous ai parlé. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez comprendre ce qu'est l'anthropocène, c'est-à-dire comment l'homme arrive en fait à inverser des dynamiques entre guillemets naturelles, voilà un des exemples. Et donc, lorsqu'on est à Cotonou, de quoi parle-t-on exactement? En fait, on parle d'une juxtaposition de villas et de taudis, et donc de population aisée et de population précaire. Et quand la mer recule, en fait, tout le monde déguste. Et donc voilà ici, on est en plein cœur de la ville, hein, donc au bord de la mer. Et donc là, on est en 2002, et voilà ce que ça donne sur 10 ans.
ça disparaît. Riche ou pauvre, voilà. Sauf que le pauvre ne saura pas où aller et que le riche, avec une ou deux poignées de main, sait trouver un autre riche qui, lui, est au Parlement et qui saura l'indemniser. Hein, bon, voilà. Je n'invente rien ici. Et donc, on se retrouve avec toute une série sur 100 mètres de profondeur en une dizaine d'années de maisons qui sont détruites par l'avancée de la mer, et d'autres qui sont en fait rasées par les autorités, parce que à un moment, ça fait quand même beaucoup de pauvres à un endroit où on pourrait faire vivre des riches, notamment avec des bars. Enfin, vous voyez quoi. Et donc, on a une grande destruction de tout cela. Alors, ces personnes, qui sont essentiellement des pêcheurs, se déplacent un peu vers l'est pour pouvoir continuer à travailler en pêchant. Donc, mais là aussi, à peine sont-ils installés qu'en réalité, la mer recule et les fait se déplacer à nouveau. Hop, voilà. Donc on se retrouve avec, bien sûr, le fantasme que tout le monde se déplace, mais en réalité, non. Il y a beaucoup de personnes qui sont piégées, qui ne savent pas se déplacer, parce qu'il faut des moyens. Il faut savoir où on va aller, il faut avoir des réseaux, il faut avoir des relais, il faut avoir les moyens physiques et financiers pour se déplacer. Et donc ce n'est pas toujours une évidence. Et donc au final, on a des pêcheurs et des populations précaires, mais au final, tout le monde devient précaire. Voilà, alors je laisse passer ceci. Mais je voulais juste vous montrer un exemple qui, moi, me paraît encore maintenant, alors que j'ai déjà présenté des dizaines de fois, complètement dingue. On est sur le terrain et on va trouver une personne qui habite dans cette maison. Parce que comme vous voyez ici, en février 2013, il n'y a pas de maison, n'est-ce pas? Et donc là, la même année, mais en novembre, il y a une maison. Et donc on va trouver les personnes dans cette maison et on leur demande pourquoi ils ont construit là-bas. Et les personnes nous disent, on a toujours vécu ici. Et bien non. Ben si, non, si, enfin bon, voilà. Alors on sort la tablette et on dit, regardez, il n'y avait rien, et maintenant il y a. Elle dit, ah oui, mais bien sûr, mais moi j'avais la maison là-bas, qui est partie, et donc je me suis juste déplacé un peu, quoi. Enfin, il a reconstruit une maison, de l'autre côté de la rue. Alors moi, liégeois, ça me paraît un peu bizarre. Reconstruire quasiment tout. Voilà. Et pour terminer sur l'historique, parce qu'il y a toujours cet historique, vous savez que dans les années 70-80, il y a eu des déficits pluviométriques extrêmement importants en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de personnes se sont déplacées. Et j'aime montrer cet exemple parce qu'en réalité, si on compare l'évolution pluviométrique que vous voyez à gauche avec un déficit pluviométrique dans les années 70 et 80, et bien en fait c'est pendant ces 2 décennies que s'est déroulée la quasi-totalité des déplacements de population. Comme vous voyez, dans les années 90, il repleut plus, et dans les années 90, les gens ne bougent plus, parce on ne bouge pas pour le plaisir de bouger, hein. On bouge parce qu'on a une nécessité absolue de bouger. Personne n'a envie de laisser la terre de ses ancêtres. Hein. Personne. Jamais. Et quand on les accueille à Liège, notamment dans les jardins partagés, etc., en fait, pour se rappeler de là où ils viennent, ils ont toujours un petit sachet avec des graines. Pour se rappeler d'où ils viennent. Et ça, c'est prodigieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est que, évidemment, quand on voit ceci, ce ne sont pas les gens du Burkina qui sont la cause de ce dérèglement climatique, n'est-ce pas? Et s'ils bougent, c'est parce qu'ils sont déjà victimes d'eux. Et tout ceci, en fait, je vous ai parlé d'anthropisation, de déplacement forcé de populations piégées, de personnes qui vivent en illégalité, parce que lorsqu'elles se déplacent, elles n'ont évidemment, de facto, plus de type de propriété, donc elles deviennent extrêmement vulnérables par rapport aux autorités, si elles ne veulent pas les voir là. Donc précarité, renforcement des inégalités, inhabitabilité,
Et donc en fait tout ça sont juste des synonymes pour dire qu'on est dans l'Anthropocène. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous, et bravo pour votre volonté de vous informer malgré le climat, et même si bravo pour le choix de la date. Franchement, je pense effectivement que c'est le bon jour pour parler de ce sujet. Alors, un petit plan, et je vais essayer de maîtriser un peu le temps pour... Hop, pas que vous fondiez devant moi. Un petit plan pour vous dire ce que je vais vous raconter, 2 mots sur le ciré. Un petit état des lieux de la situation en matière de droit à migrer, de statut, de protection, comment ça se passe. Et puis de quel défi on parle, défi du droit d'asile, vous allez voir que je vais vous parler de l'asile, ou alors un autre défi, le défi de la conception des frontières. On va parler, on en a déjà entendu parler, de l'injustice profonde, l'injustice migratoire, les limites du droit aujourd'hui. Je vous dirai aussi un petit mot sur un autre sujet, et ça fera la surprise en fin de mon intervention. Alors un petit mot sur le ciré, si vous ne le connaissez pas, et sachez que le CRI Centre WAPI est quasiment membre du ciré, puisque c'est l'Observatoire de l'intégration qui regroupe les CRI qui est membre du ciré. Donc le ciré existe depuis plus de 70 ans, réunit 32 organisations francophones, pluralistes, et on est très très spécialisé dans la défense des droits des personnes étrangères ou d'origine étrangère. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation, comme je fais devant vous ce soir, d'actions politiques dont je vais vous parler, et puis pas mal de services, comme une école de français, un service équivalence de diplôme. On aime bien aussi essayer de réfléchir à plusieurs et de mettre en commun des acteurs pour essayer de voir les choses différemment. Ça, c'est une petite palette que vous avez peut-être eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux récemment, une petite palette de ce qu'est le ciré, en fait, les organisations membres. Alors, un petit état des lieux, et le PowerPoint sera mis à votre disposition après parce qu'il y a beaucoup d'informations. Un petit état des lieux de la notion de réfugiés climatiques. Vous l'avez entendu, les déplacements de population liés aux événements climatiques, ils sont massifs. En fait, ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas récents. On le sait très bien que ce qui se joue sur une terre, l'aridité d'une terre liée au climat ou la montée des eaux, pousse les personnes à partir de leur lieu d'habitation et puis les pousse de plus en plus loin à la recherche d'une vie meilleure. Alors, je ne vais pas faire d'angélisme, mais bien sûr qu'il y a aussi des personnes mauvaises qui migrent, mais on le sait que le mouvement premier pour partir et puis pour s'éloigner de plus en plus de son lieu de vie, c'est souvent, il y a un concours de circonstances, mais souvent, le climat fait partie de ce concours de circonstances. Alors, ça a été dit un petit peu, mais donc les catastrophes naturelles, chaque année, poussent des millions de personnes dans les déplacements internes. Les déplacements internes, ça veut dire les déplacements de population à l'intérieur des frontières d'un territoire. Des chiffres, ça avait été annoncé. En 2025, on estime qu'il y a quasiment 30 millions de nouveaux déplacements internes, notamment liés aux catastrophes naturelles. Et vous savez de quel phénomène on parle. On parle des sécheresses, on parle des inondations, on parle des tempêtes, on parle des incendies. Et ça se répète de plus en plus. Il faut savoir que la plupart, ça a été dit aussi, la plupart des personnes qui fuient leur lieu d'origine ne fuient pas directement pour venir en Belgique. En fait, elles fuient dans la ville la plus proche, là où elles seront à l'abri, parfois l'autre côté de la rue. Mais c'est rarement, sauf pour des raisons politiques, alors là on doit se mettre à l'abri plus loin de ces persécuteurs, mais quand on fuit une catastrophe naturelle, eh bien, on va là où on peut vivre décemment et manger à sa faim. Et donc, on reste dans les frontières de son État, elles restent dans leur propre pays, et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on en entend. On a l'impression que toutes les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays d'origine n'ont en tête qu'une chose, c'est de venir en Europe, et si possible en Belgique, qui est si attractive pour toutes ces populations à l'autre bout du monde. Ça a été dit aussi, mais je pense que c'est important de se le rappeler et de le dire, que certaines années, le dérèglement climatique pousse dans la migration plus de personnes que les conflits armés. Alors les conflits armés, en fait, malheureusement, ou les situations de violence, même quand ce n'est pas qualifié encore de conflit, elles sont connues, les lieux sont connus, on sait très bien, donc je vais vous parler de l'Afghanistan, qui est en train de se stabiliser, et donc ça nous donne une autre actualité en la matière.
La Palestine, évidemment, l'Érythrée est traversée malheureusement par de divers facteurs et notamment une guerre, mais ces situations qui attirent l'attention, en fait, ne sont pas les seuls facteurs qui poussent les personnes dans la migration, et je crains que les choses ne s'accélèrent un petit peu. Et puis ça a été dit aussi, mais les personnes les plus vulnérables sont les moins mobiles. Migrer demande des moyens. Migrer demande des moyens financiers, des moyens humains et des moyens sociaux. Et donc il faut savoir où aller, pouvoir être autonome un minimum. Et donc forcément que quand on a tous ces moyens, on est déjà en général un peu moins exposé aux facteurs qui poussent les gens à partir. En migration, on parle de facteurs qui poussent les personnes et d'autres facteurs qui attirent des personnes. L'emploi, par exemple, ou la sécurité sociale peut faire partie des facteurs qui attirent des personnes à rejoindre l'Europe, par exemple. Les événements climatiques, c'est plutôt des facteurs qui poussent les personnes à quitter leur zone d'origine. Et en fait, celles qui peuvent quitter leur zone d'origine sont celles qui sont les plus nanties. Les plus vulnérables sont bien souvent piégées à rester, en fait, tout près, parfois dans la zone qu'ils devraient quitter et que la plupart de leurs camarades quittent. Alors, les chiffres, il faut toujours être prudent parce que ce sont des estimations, il y a les chiffres officiels, il y a les personnes qu'on ne comptabilise pas et en matière de migration, surtout, les chiffres sont utilisés à tort et à travers. Malgré tout, un petit chiffre fixé par la Banque mondiale. La Banque mondiale estime que d'ici 2050, il devrait y avoir plus de 200 millions de migrants climatiques internes. 200 millions de migrants climatiques internes, c'est colossal. Et ce ne sont pas les chiffres les plus élevés, ce ne sont pas les prévisions les plus élevées. En fait, c'est difficile à prévoir puisque je vous ai parlé d'un concours de circonstances. En fait, les situations politiques, mais aussi les conditions de vie, simplement, même quand les conditions de vie au niveau climatique sont correctes, il suffit d'une petite insécurité, il suffit du traitement, par exemple, d'une catégorie de la population. Il ne fait pas bon vivre d'être une femme dans certaines zones du monde. Eh bien, tout ceci, ça influence aussi la migration. En tout cas, d'après le HCR, qui est le Haut Commissariat aux réfugiés, les estimations, vous le voyez, on estime que les catastrophes climatiques ont provoqué le déplacement de 250 millions de personnes. C'est 70 000 personnes par jour. 2 toutes les 3 secondes. Et donc en fait, je vous dis ça, mais vous le savez, et ça se dit beaucoup, il y a un consensus scientifique, le changement climatique va devenir le facteur majeur de mobilité humaine, pas les guerres, pas l'attractivité de notre sécurité sociale, mais c'est bien le dérèglement climatique qui va être au cœur des préoccupations pour toutes les personnes qui s'intéressent aux migrations. Alors je vous disais, de quel défi on parle ? En droit des étrangers, on aime bien classifier les choses et surtout classifier les personnes comme des choses. Et donc, on a des statuts qui existent. Et ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de statut qui est prévu pour les réfugiés climatiques. 2 mots sur le statut de réfugié qui existe. Le statut de réfugié qui existe, il est issu de la Convention de Genève qui a été signée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça résumait vraiment le contexte de l'époque. C'est pour ça qu'on parle erronément désormais des réfugiés politiques, parce qu'il y a les réfugiés pour des raisons politiques, mais dans le statut de réfugié, il y a d'autres motifs de persécution. Je vous parlais des femmes, mais appartenir à une catégorie sociale comme les femmes, dans certaines zones du monde, permet d'obtenir le statut de réfugié en Belgique, par exemple, ou dans tous les pays qui ont signé la Convention de Genève. Mais le statut de réfugié, vous le voyez, les motifs pour lesquels les États peuvent reconnaître ce statut, ils sont limitatifs. C'est la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Et il faut subir des persécutions, être en mesure de le prouver, ou en tout cas être crédible dans son récit. C'est assez strict. Les réfugiés climatiques n'entrent assurément pas dans cette définition. Les autorités, en tout cas en Belgique, ne reconnaissent pas les motifs climatiques dans les raisons pour reconnaître le statut de réfugié. On a en Belgique et en Europe, puisque c'est le résultat d'une directive européenne, on a un autre statut de protection internationale qui est arrivé après le statut de réfugié, c'est la protection subsidiaire. Schématiquement, ce statut a été mis en place au moment de la guerre en Afghanistan et vise à protéger des personnes qui
fuient une zone de conflit dans laquelle il y a une violence armée généralisée. De nouveau, vous voyez les mots que j'utilise, ce sont des mots précis, c'est des violences, donc un risque de persécution, de traitement inhumain et dégradant, de menaces graves sur sa vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, interne ou international, une violence aveugle généralisée. Et vous savez quoi? En Afghanistan, désormais, on n'accorde plus de statut de protection subsidiaire aux personnes qui viennent d'Afghanistan, puisque le retour des talibans a sécurisé la zone. Il n'y a plus de conflit sur le territoire afghan. Il y a juste un régime sous lequel on n'aimerait pas vivre, mais les personnes qui viennent d'Afghanistan, les femmes font exception, mais les hommes, s'ils ne sont pas opposants politiques, ne bénéficient pas d'une protection internationale. C'est pour ça qu'on a envie de les renvoyer vers les talibans. Tout récemment, enfin plus récemment, un autre statut de protection a fait parler de lui, c'est la protection temporaire. C'est la protection qui en fait existait théoriquement depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, mais qui pour la première fois a été appliquée aux personnes qui fuyaient l'Ukraine. Ce statut aurait pu vraiment... Donc ce statut de protection temporaire vise à les situations d'afflux massif de personnes déplacées en provenance d'un pays tiers et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. En fait, ce statut aurait pu s'appliquer à de nombreuses populations. On pense en 2015, par exemple, au conflit en Syrie qui a poussé, notamment aux portes de l'Europe, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Syriens hors de leur territoire. L'Union européenne a décidé à ce moment-là de ne pas activer le statut de protection temporaire. On pourrait en débattre, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, pour la première fois, il a été appliqué, et il est toujours appliqué aujourd'hui, aux ressortissants ukrainiens. Et puis quand même un tout petit mot, puisqu'on est dans quel statut existe aujourd'hui pour assurer une protection aux personnes qui fuient. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas contraignante, prévoit quand même dans son article 13 un droit, le droit notamment pour toute personne de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, mais aussi le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Alors, c'est super, moi je suis juriste de formation, moi j'aime bien des droits fondamentaux exprimés de manière aussi assertive. Le problème c'est que quand on a le droit de quitter son tout pays, y compris le sien, mais qu'on n'a pas le droit d'entrer dans un autre pays, eh bien ça nous fait un peu une belle jambe d'avoir le droit de quitter là où on est, si de toute façon on ne sait pas où aller d'autre. En matière de droit, il n'y a que ça pour la protection internationale accordée à des personnes qui fuient leur zone d'origine. En dehors de ça, on peut tomber dans des situations de regroupement familial, de travailleurs étrangers, d'étudiants étrangers. Mais vous voyez à quel point aucune de ces définitions ne permet de s'appliquer aux personnes qui fuient leur pays, leur zone d'origine, en raison du dérèglement climatique ou d'une catastrophe, ou de catastrophes à répétition. Et donc, le problème, évidemment, n'est pas mais que ces migrations existent et que ces motifs de migration existent. Le problème n'est pas de savoir que ces motifs existent, ils sont reconnus. Le problème est que toutes les catégories juridiques dont je viens de vous parler, elles ont été pensées dans un contexte qui a beaucoup évolué. Le contexte d'une guerre, les ennemis de mon ennemi sont mes amis, je vais les protéger. Les Ukrainiens sont proches, si proches de nous en termes de culture, de valeurs, on va les protéger. On n'ose plus fermer les yeux, ça dépend des fois, sur des situations de violence dans le cadre d'une guerre civile. Mais en fait, le dérèglement climatique ne permet pas encore de trouver une réponse juridique et légale, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou vous allez voir, je vais quand même vous parler d'un petit espoir, que ce soit par exemple au niveau des États-Unis. Alors, ça a été évoqué aussi, ça se complète effectivement. En fait, les migrations climatiques révèlent une injustice profonde parce que les populations, nous souffrons un petit peu aujourd'hui de la chaleur, mais rassurez-vous, à partir de lundi, apparemment, il fait 25 degrés et on sera tout content. Mais le problème, c'est que nous avons, dans la majorité parmi nous, les moyens de nous protéger, les moyens de nous abriter, les moyens de supporter ces choses-là. Ce n'est pas 360 jours sur l'année que l'on subit cette situation. Et les pays les plus pauvres, et dans ces pays les plus pauvres, les populations les plus vulnérables, sont les plus exposées. Non seulement à devoir
accueillir des populations qui migrent, mais à être concernées elles-mêmes par les motifs de migration pour des raisons climatiques. C'est important de se rappeler aussi que les personnes ne migrent pas par souhait, ne migrent pas parce qu'elles ziotent sur la sécurité sociale en Belgique, mais parce que rester devient impossible. On ne quitte jamais la terre de ses aïeux par plaisir. Ça s'appelle une expatriation, et c'est un luxe, et c'est en général temporaire. Mais une migration comme celle-là, ça n'est jamais par choix, assurément. La plus grande partie des personnes qui sont concernées par un dérèglement climatique n'ont pas les moyens de partir en réalité, restent dans les territoires les plus dangereux, et en fait, je vous parlais de pièges, mais elles se retrouvent immobilisées dans les zones qu'elles devraient fuir. Et donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce dérèglement climatique ne crée pas simplement des motifs de migration et ne crée pas simplement des personnes qui migrent, elle crée aussi des pièges pour les personnes qui devraient migrer pour se sauver. Et on a rarement en tête cet aspect-là des choses. On voit plutôt le défi de comment on accueille les personnes qui arrivent et pas comment on va faire pour celles qui ne parviennent pas jusqu'ici et qui sont plus exposées encore que les autres. Alors il y a des pistes quand même qui existent dans le droit, et là je vous ai mis, vous allez voir, on va le parcourir ensemble, une piste, donc à travers les outils existants, c'est l'affaire, je ne sais pas comment prononcer le mot, mais peut-être que quelqu'un pourra le nom plutôt, l'affaire Ion Tiota, c'est presque mon prénom d'ailleurs, qui a vécu devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors ce monsieur habitait Kiribati, dans l'océan Pacifique, et en 2007, vous le voyez, pourquoi je précise les dates, c'est parce que, regardez déjà vers le bas, en fait c'est en 2019 que la situation va trouver une solution. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour trouver une solution, parce qu'une solution a fini par être trouvée. En 2007, ce monsieur quitte son île et s'installe en Nouvelle-Zélande avec son épouse. 6 ans après, il introduit une demande d'asile sur le sol de la Nouvelle-Zélande en invoquant le changement climatique qui rend son pays inhabitable. Sa demande est rejetée. Donc elle prend un peu de temps, pas très longtemps, moins longtemps que les demandes d'asile en Belgique pour l'instant, et les autorités néo-zélandaises rejettent sa demande d'asile en considérant à l'évidence que cette situation ne rentre pas dans la définition de la Convention de Genève comme on vient de le voir. Ils sont expulsés, retour à Kiribati. Et en fait, il est bien conseillé, il attaque son expulsion devant le Comité des droits de l'homme. Ça prend encore un peu de temps puisque vous voyez que 4 années s'écoulent avant que le comité n'adopte sa décision. Et finit par lui reconnaître effectivement qu'il doit obtenir un statut de réfugié. Finit surtout par asseoir ce que vous voyez en gras, c'est qu'une personne ne peut pas être renvoyée vers un pays où sa vie serait gravement menacée. On appelle ça le non-refoulement. On ne refoule pas quelqu'un vers une zone où sa vie pourrait être menacée. Que la menace vienne des autorités ou d'une faction dissidente ou des éléments eux-mêmes. Et dans certaines circonstances, c'est toujours des extraits de la décision du comité, dans certaines circonstances extrêmes, les conséquences du changement climatique pourraient rendre ce renvoi contraire aux droits humains. Alors on est loin d'avoir créé un statut de réfugié climatique, mais ça c'est le début d'une reconnaissance des causes de migration liées au dérèglement climatique et de la nécessaire protection des personnes qui fuient pour de tels motifs. Une deuxième piste, après l'utilisation des outils existants, mais il faut être patient et puis il faut surtout avoir la capacité de tenir autant de temps. La deuxième piste que je vous propose d'explorer, c'est de développer les voies légales de migration. Alors, pour l'instant, les autorités européennes, internationales de manière générale, sont plutôt en attente. Ça réfléchit, ça fait des années que ça réfléchit. Il y a 20 ans, ça réfléchissait déjà aux réfugiés climatiques. Et puis, je suis toujours là, devant vous, à dire, en fait, il n'y a pas de statut pour les réfugiés climatiques. Et donc, on attend toujours, alors que plusieurs angles sont quand même permettraient de pouvoir avancer un tout petit peu plus vite que la réalité. Par exemple, délivrer des visas humanitaires. Des visas humanitaires, c'est vraiment ce que moi je n'aime pas tellement, au Syrie on n'aime pas tellement, c'est un pouvoir discrétionnaire des autorités.
de manière discrétionnaire. Le problème, c'est que quand c'est discrétionnaire, c'est sans critères, et parfois, quand c'est tellement sans critères, ça devient de l'arbitraire. Mais de manière discrétionnaire, sans devoir se justifier, les autorités en Belgique, par exemple, mais c'est pas que en Belgique, peuvent décider de délivrer des visas pour des raisons humanitaires, sans se justifier. Le problème, c'est que les États sont souverains. Il n'y a pas de critères, et donc, c'est le fait du prince. On voit qu'il y a un petit peu des tendances. Par exemple, des visas humanitaires en Belgique sont délivrés dans des situations de quasi-regroupement familial. Et donc, on a une sœur qui est finalement autorisée à rejoindre sa sœur qui est établie en Belgique. Le regroupement familial n'existe pas dans des fratries, c'est entre parents et enfants mineurs et couples mariés ou cohabitation reconnue. Un enfant majeur, 18 ans et un jour, on ne bénéficie plus du regroupement familial. Eh bien, des visas humanitaires sont parfois délivrés dans ce genre de situation en disant « là, on a quelqu'un qui est vraiment à charge, il ne rentre pas dans la définition du regroupement familial, donc il ne l'obtiendra pas dans cette voie-là, mais magnanime, on décide de délivrer un visa humanitaire. » Mais c'est essentiel parce que obtenir un visa permet de quitter son territoire, mais surtout permet de passer la frontière et de rentrer sur le sol belge. Et une fois que ce visa humanitaire a été délivré, les autorités le traduisent par un titre de séjour. C'est pas illimité, il faut pouvoir après être autonome, ne pas dépendre des pouvoirs publics, etc. Mais le visa humanitaire, ce pouvoir discrétionnaire, mériterait probablement à être élargi et avoir des petits critères, notamment pour répondre à des situations comme les personnes qui fuient le dérèglement climatique. Des programmes de mobilité régionale, de quoi il s'agit ? C'est vraiment une mobilité, par exemple, en Espagne. L'Espagne a conclu alors l'Espagne est un mauvais choix. Je vais vous parler un autre. En Amérique latine, il y a un programme de mobilité régionale qui équivaut, par exemple, à la liberté de circulation dont les Européens bénéficient entre eux, entre les États européens. Eh bien, on peut prévoir une mobilité régionale et on conclut un grand accord d'autorisation de travail, éventuellement ne pas dépendre de la sécurité sociale si elle existe. Mais donc ces programmes-là pourraient permettre de s'élargir à des pays moins concernés par les motifs de migration climatique et protéger les personnes qui fuient. Il y a aussi de la réinstallation. La réinstallation, c'est quoi ? C'est lorsque des États décident, conviennent d'aller prendre sous leur responsabilité des réfugiés qui sont installés dans des camps de réfugiés dans le désert, dans les pays. Par exemple, en Jordanie, la Jordanie accueille beaucoup de camps de réfugiés et il y a des programmes qui existent et qui permettent aux États, par exemple européens, de dire moi, je vais réinstaller autant de personnes, je vais prendre, c'est jamais très gras, 50 personnes, 50 femmes. Les hommes ont peu de chance dans ces moments-là. Je vais prendre 50 femmes avec leurs enfants. Si on est sûr que les maris sont morts, comme ça, on ne prend pas de risque s'il y a un éventuel passé de terroriste ou risque de. Et je vais les réinstaller en Belgique. Ça existe. Le problème, je vous cite le chiffre de 50, c'est pas loin de la réalité. Les engagements des États sont très petits en la matière et souvent, les promesses ne sont pas tenues. En fait, il y a eu un accord comme ça entre la Turquie et l'Union européenne. Et donc, normalement, chaque État européen avait fait des engagements de pouvoir accueillir des personnes qui passaient la frontière turco-européenne. La Belgique n'a pas tenu ses engagements et nombreux sont les États qui n'ont pas tenu leurs engagements. Et donc, cette réinstallation, elle se confronte à une limite qui est le manque de solidarité européenne. La solidarité européenne, on en entend parfois parler, mais ça ne représente jamais en vrai une solidarité. Il y a un pacte, le pacte Asile et Migration est rentré en vigueur ce mois-ci. C'est une vraie bascule en matière de migration et il est question de solidarité dans le texte. Mais dans les faits, ça n'est pas de la solidarité. Solidarité, de quoi on parle ? Solidarité avec ses partenaires, avec la Grèce, avec l'Espagne, avec l'Italie, qui sont forcément, avec leur situation aux frontières européennes, plus confrontés à l'entrée de personnes sur le sol européen. Il suffirait que les autres États soient plus solidaires en disant vous êtes plus confrontés, donc on va prendre notre part. Et malheureusement, cette solidarité, elle ne se traduit jamais par prendre sa part, elle se traduit éventuellement par donner de l'argent pour expulser les personnes. Et puis enfin, il pourrait y avoir des protections temporaires. Je vous ai parlé de la protection temporaire appliquée qu'aux personnes ukrainiennes, en tout cas, dans la définition de la protection temporaire, on ne lie pas à une situation de guerre.
On ne lie pas à une situation de persécution, on dit juste il y a un déplacement massif de population et les personnes ne peuvent pas rentrer chez elles pour l'instant. Il me semble que cette protection temporaire pourrait vraiment être appliquée aux réfugiés climatiques. Le cas intéressant des îles Tuvalu, intéressant vu d'ici, beaucoup moins de là-bas, puisque c'est une île du Pacifique qui est en train d'être submergée petit à petit. Petite île qui compte environ 11 000 habitants, et là il y a une solution qui a été trouvée, mais en 2 temps. 11 000 habitants, une altitude moyenne de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. 2 mètres, c'est pas gras, comparé à ce que l'île subit. Et il y a notamment l'eau potable qui disparaît, puisque régulièrement la mer envahit les terres. Il y a une érosion côtière dont vous avez entendu parler, la salinisation des nappes phréatiques. Les terres deviennent invivables et risquent de disparaître. On savait... tous les observateurs et acteurs de la migration savent depuis toujours que les îles Tuvalu sont les plus confrontées au risque de disparition de leurs terres. Alors, ça a fait évidemment avancer un petit peu les choses. C'est la Nouvelle-Zélande qui a commencé et qui aurait pu éviter, parce qu'il y a quelque chose de très contestable qui a été mis en place, puisque la Nouvelle-Zélande a mis en place un système de loterie de visa avec des quotas. Et les quotas, en fait, c'est comme la carte verte aux États-Unis, c'est des quotas aussi. Donc les quotas, ma foi, c'est appliqué pas qu'en Nouvelle-Zélande. Le problème, c'est que dans les quotas, il y avait certains critères d'exclusion, des critères d'exclusion en raison de l'âge, du handicap ou de l'état de santé. Et là, ça devient un peu beaucoup discriminatoire, surtout pour se prétendre généreux à l'égard d'une population qui n'aura pas d'autre choix que de quitter son pays d'origine. L'Australie est allée un tout petit peu plus loin. Cet accord avec la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus à quel moment il a été trouvé, mais juste avant l'Australie en tout cas. En Australie, un traité a été signé en 2023, traité entre l'Australie et Tuvalu. Il est entré en vigueur en 2024. Et là, c'est quelque chose, c'était pas très dur, d'un peu moins critiquable que le système de loterie de la Nouvelle-Zélande, puisque ce traité repose sur 3 piliers. Les mots sont toujours plus sympas à regarder que la réalité. Donc profitons des mots: coopération climatique, sécurité, mobilité humaine. C'est super. Vraiment, vu comme ça, c'est super, mais ce qui est vraiment super, c'est de se dire, ça y est, un État avance dans la création d'un statut pour les réfugiés climatiques. En vrai, chaque année, en fait, l'Australie permet à 280 personnes d'obtenir un visa permanent. 280 personnes par an, une population de 11 000 habitants, la taille de l'Australie, la richesse de l'Australie. Super, toutes ces 280 personnes annuellement peuvent vivre, travailler, étudier. C'est pas rien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en Australie. C'est très fermé. Obtenir l'autorisation de travailler en Australie, quand on a moins de 35 ans et qu'on fait du woofing, c'est très facile. Mais après ça, en fait, c'est pas évident d'obtenir le droit de travailler en Australie et de pouvoir y rester. Donc c'est pas rien. Une liberté de circulation est installée entre les 2 États. Et ça n'est pas rien non plus, parce que vous aurez peut-être entendu parler parfois du modèle australien. Nos autorités parfois s'y réfèrent, mais elles oublient que la Belgique n'a pas grand-chose à voir avec l'Australie. On n'est pas au milieu d'un océan, on est plutôt entouré de plein de... On fait 1 heure de route et on est déjà dans un autre pays. Donc, c'est pas tellement l'Australie. Donc, le modèle australien, c'est une migration hyper fermée. Les personnes qui tentent de rentrer sans autorisation sont renvoyées vers des pays partenaires à l'étranger, le temps d'y attendre indéfiniment, d'être renvoyées ailleurs ou de pouvoir accéder au territoire australien. Alors, quand même, un petit chiffre, en 2025... ce traité est tout récent, puisque je vous ai dit qu'il a été signé en 2024. En 2025, au moment de l'ouverture, plusieurs milliers d'habitants de Tuvalu se sont inscrits. Et on sait que plus d'un tiers de la population du pays de Tuvalu a déjà posé sa candidature pour pouvoir rentrer et bénéficier de la générosité australienne. Ça, c'est quasiment les bons côtés des choses. Les mauvais côtés des choses, et c'est pas anecdotique, c'est le fait que cet accord, l'ancien Premier ministre de Tuvalu a dénoncé un accord interventionniste. Jamais il y a des accords sur la migration sans avoir des petits tiroirs en dessous. Et dans le petit tiroir en dessous, il y a tout un volet sur la sécurité.
Et souvent, on ne connaît pas les vrais engagements qui sont demandés aux États en situation de faiblesse. Il y a un vrai risque de disparition culturelle, j'accélère un peu parce que le temps passe. Et puis surtout, et ça a été dit, c'est vraiment une grande consécration de l'injustice climatique et l'injustice migratoire. L'Australie est un pays très pollueur, excessivement pollueur. Les îles Tuvalu, beaucoup moins. Et en fait, c'est l'Australie qui donne ces conditions pour pouvoir accueillir les victimes, pas de sa propre politique, mais d'une politique qu'elle contribue à l'échelle mondiale à créer. La troisième piste, c'est évidemment repenser la liberté de circulation. En fait, il serait temps, mais ça tarde un petit peu, à ce que les autorités reconnaissent que la mobilité humaine fait partie des adaptations de l'humain pour pouvoir vivre simplement. Et il faudrait cesser de voir la migration comme nécessairement un défi à relever et un danger à éviter. Il faudrait essayer d'arriver à ce que les autorités arrêtent de tenter de convaincre leur population, surtout en période électorale, qu'elles vont réussir à arrêter les migrations. En fait, ça n'est pas le cas. Je vous ai parlé de la justice migratoire, alors je passe sur ma petite surprise de fin, comme ça après je m'arrêterai. Je vais vous parler des visites domiciliaires. Ceci n'a rien à voir avec l'immigration, mais je ne peux pas venir devant vous ce soir sans vous parler des visites domiciliaires, et quoique ça a quelque chose à voir un petit peu avec les réfugiés climatiques, puisque aujourd'hui en Belgique, il n'y a pas de statut. Un habitant de Tuvalu arriverait en Belgique, il introduit une demande d'asile, parce qu'en fait, il ne parle pas français, néerlandais, a priori, il ne va pas pouvoir être admis sur le marché du travail, il n'aura en tout cas pas de permis de travail. Disons qu'il n'a pas de famille, pas de regroupement familial, il reste et qu'il est en bonne santé, donc il fait une demande d'asile. Sa demande d'asile est évidemment rejetée. Il fait un recours, c'est rejeté. Il fait 2, 3, 4, 5 demandes d'asile, elles sont toutes rejetées. Qu'est-ce qui se passe quand toutes ces procédures sont rejetées? On devient sans papier. Et aujourd'hui, en Belgique, on estime qu'il y a entre 100 et 150 000 personnes sans papier sur le territoire. C'est principalement dans les grandes villes, mais en fait, les sans-papiers, 112 000, les estimations les plus précises, sont sur l'ensemble du territoire et c'est un nombre assez important. Pourquoi je vous parle des visites domiciliaires? C'est parce que le gouvernement a approuvé un projet de loi, l'a envoyé au Parlement et le Parlement fédéral est en train d'examiner ce projet de loi. Ce projet de loi, il vise quoi? Il vise à pouvoir aller rafler des personnes sans papier à leur domicile, à pouvoir forcer l'entrée entre 5h du matin et 21h, pas 20h comme c'est mentionné ici. Il suffira d'une autorisation d'un juge d'instruction et il ne faudra pas le consentement de la personne. On frappe à la porte éventuellement. Lors de son audition au Parlement hier, la police a confirmé que si la personne n'ouvrait pas et si le serrurier n'était pas libre, on défonçait la porte. Donc, en fait, on va pouvoir défoncer la porte d'une personne sans papier, d'une famille sans papier ou d'une personne solidaire qui héberge des personnes sans papier, parce qu'un sans-papier est là et que l'Office des étrangers aimerait bien l'expulser du territoire. Alors, rien ne va dans ce projet, dans la violence qu'il comporte, inutile de vous rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis à Minneapolis, ce que ça a provoqué comme violence sur le territoire de la ville de Minneapolis. C'est pas que l'avis du CIRE, le problème que ça pose ici, c'est aussi l'avis du Conseil d'État, de Myriad, l'autorité de protection des données, et depuis hier, je sais que ça pose problème à la police fédérale aussi, puisque c'est ce que le représentant de la police a dit au Parlement. Cette mesure n'est pas nécessaire et il ne faut pas forcément travailler au CIRE et se passionner pour l'immigration pour trouver que ça n'est pas nécessaire. En fait, les juges d'instruction et l'ensemble du monde judiciaire disent, et l'OCAM, donc l'organisme chargé de l'analyse de la menace comme la Sûreté, disent en fait, on a déjà beaucoup de moyens de pouvoir aller chercher les personnes qui sont dangereuses sur notre territoire. Les juges d'instruction ont donné un petit cours au Parlement hier en disant en fait, si on a quelqu'un de radicalisé ou quelqu'un avec soupçon de terrorisme, on peut délivrer un mandat d'arrêt, on peut ordonner une perquisition, on a des super pouvoirs, on peut déjà aller les chercher en fait. Pourquoi vous faites ce projet-là? Nous, on sait pourquoi, c'est parce que c'est le vœu de la NVA. Pourquoi on sait? C'est parce que Theo Franken, quand il était secrétaire d'État Asile et Migration, avait déjà fait une première tentative et l'EMR avait fini par hésiter, ce qui avait permis que le projet ne passe pas. Quelque chose me dit que l'EMR ne va pas hésiter cette fois-ci, mais quelque chose me dit que les engagés non plus ne vont pas hésiter. Et donc, nous, on concentre toutes nos forces pour essayer de faire vaciller les engagés. Le problème, c'est que, et ça, je vous laisserai voir dans la presse ou sur le site du CIRE,
Ben, le ciré a fait l'objet d'un vote pour être exclu des auditions au Parlement. Le ciré fait régulièrement, très régulièrement, des auditions dans les parlements du pays, fait régulièrement, j'ai encore été faire le guignol, pardon, mais sous le drapeau MR fier d'être libéral, à un moment interne du MR, parce qu'il voulait une expertise du ciré sur l'intégration des personnes primo-arrivantes. Et puis tout d'un coup, ils attaquent le ciré en disant « vous faites des fake news, nous on ne va jamais défoncer la porte des sans-papiers, on veut juste aller arrêter les méchants criminels ». Et en fait, ça commence à se voir, et le problème, c'est que c'est Denis Ducarme qui dit des choses comme ça, et Denis Ducarme, il a ses fans et puis ses opposants. Le problème, c'est que c'est aussi ce que les engagés disent, puisque c'est toute la majorité avec les engagés qui ont décidé d'exclure le ciré, et ces 32 organisations membres aussi, dans un débat parlementaire simplement. C'est une ligne rouge qui est franchie, qui mérite la vigilance citoyenne, et voilà pourquoi je voulais vous en dire 2 mots, et merci pour votre attention. Merci. Je ne sais pas s'il est allumé. Vous m'entendez? Oui, voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, malgré la chaleur. Merci pour l'invitation, l'organisation. Alors, beaucoup de choses ont déjà été fort bien dites par mes 2 collègues. Donc, je vais essayer de... J'ai retiré un certain nombre de choses dans mon exposé, de choses qui ont déjà été dites. Pour ne pas être trop long, et je ne partirai certainement pas avant 9h moins 5 à peu près, donc je serai certainement là, je l'espère, pour le début au moins de la période de questions-réponses. Alors évidemment, dans la chaleur dans laquelle on n'a plus besoin, je pense, d'expliquer que les changements climatiques, ce n'est pas seulement des équations et des résultats de modèles compliqués, des courbes dans des rapports très épais, du GIEC ou autre. Ce sont des choses très concrètes. C'est la possibilité de travailler dehors, c'est la possibilité de dormir la nuit, c'est l'accès à l'eau, c'est la santé d'une manière générale, c'est l'agriculture, c'est le prix de l'alimentation, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard. C'est la sécurité des personnes vulnérables. Et dans certaines régions du monde, c'est aussi la possibilité, ça a été dit déjà, de continuer à vivre dignement là où l'on est né. Et je voudrais donc aborder la question des migrations liées au climat en trois temps, suivant trois axes ou 2 axes et demi. Ce que dit la science, ce que dit le GIEC, ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on sait réellement à propos du lien entre climat et changement climatique? Et Pierre Oser a déjà bien exploré cet axe-là. Ce que dit le GIEC des déplacements, des migrations et des personnes qu'on appelle parfois les réfugiés climatiques, mais Sotieta a bien expliqué du point de vue juridique ce qu'il y avait autour de cette notion de réfugiés climatiques, qui n'est toujours pas définie officiellement comme elle le devrait. Et enfin, et surtout, je voudrais parler de ce que cela implique pour nous, en Belgique, en Europe, en Wallonie, si nous voulons répondre à ces défis avec à la fois lucidité, justice et humanité. Parce que les changements climatiques, on l'a bien entendu tout à l'heure, sont un facteur qui favorise les migrations. Mais ce n'est pas le seul facteur de migration. Les personnes qui migrent le font souvent pour une combinaison de raisons économiques, familiales, politiques, sécuritaires, sociales. Et le climat vient souvent s'ajouter à ces facteurs, auxquels on peut rajouter aussi les conflits, la pauvreté, les inégalités, la mauvaise gouvernance. Et donc, en quelque sorte, le climat, c'est surtout un multiplicateur de risques. C'est comme ça qu'il faut surtout le voir. Il fragilise des sociétés, des groupes, des populations qui sont déjà fragiles. Il rend plus difficile, plus injuste des situations qui sont déjà injustes. Et il peut, c'est ce qui arrive souvent, faire basculer des ménages, des villages, des régions entières de la précarité vers tout simplement l'impossibilité de continuer comme avant sur place.
je crois que Pierre Ozer a bien illustré la situation. J'allais prendre un exemple, l'exemple d'une famille qui vit dans une région semi-aride, mais je pense qu'il a bien exploré cette question-là. Je ne dois pas entrer dans les détails, peut-être simplement insister sur le fait que le climat peut être un facteur qui incite ou qui vient compléter les autres facteurs qui incitent à la migration, mais peut aussi, et c'est important, je voudrais insister là-dessus, et Sociétal l'a dit, mais je voudrais insister là-dessus, provoquer le piégeage de ceux qui sont les plus pauvres et qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas partir. Et ils sont donc piégés dans des lieux, des endroits qui sont devenus de plus en plus dangereux, entre autres pour des raisons climatiques. Donc, c'est un point très important. Les changements climatiques ne favorisent pas seulement la migration, ils produisent aussi de l'immobilité forcée. On pense souvent que les plus vulnérables, ce sont ceux qui partiront, mais en fait, très souvent, les plus vulnérables, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de partir et auxquels on ne pense peut-être pas assez souvent. Et le GIEC insiste sur cette complexité dans ses rapports. Il ne dit pas tel degré de réchauffement va produire automatiquement tel nombre de migrants. Il dit plutôt les risques de déplacement de population augmentent avec les extrêmes climatiques, avec les inondations, avec les sécheresses, les cyclones, l'élévation du niveau de la mer et avec la vulnérabilité des populations exposées. Alors, quand il y a des événements soudains, un cyclone par exemple, c'est une période de canicule très, très forte, comme celle que l'on voit chez nous, mais on se focalise beaucoup sur ce qui se passe chez nous, mais il y a quelques semaines, c'était en Inde, au Pakistan, on avait des températures au-delà de 40 degrés, avec un degré d'humidité encore supérieur à ce qu'on avait chez nous ces derniers jours, et il faut savoir que quand la température est élevée, mais qu'en plus le degré d'humidité est élevé, c'est encore bien plus dangereux que quand la seule température est élevée, parce que quand l'humidité est élevée, ça veut dire que le système naturel que nous avons, que le corps humain a pour se refroidir en transpirant, ne fonctionne plus, parce que si l'air est déjà très humide, bien évacuer de l'humidité de la peau vers l'air ambiant va marcher de moins en moins bien au fur et à mesure que le degré d'humidité augmente. Donc quand il y a à la fois température et humidité élevée, ce qui peut être le cas dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique, ça peut avoir des conséquences très, très importantes, très, très délétères. Donc, des événements soudains provoquent des déplacements visibles, parfois des maisons détruites, des routes coupées, quand il y a des inondations, des pluies très violentes qui accompagnent aussi les changements climatiques. Mais il y a aussi des événements lents qui ont été cités plusieurs fois ce soir, la salinisation des terres, l'érosion côtière, la baisse des rendements agricoles, la désertification, la disparition de certaines ressources en eau, c'était encore rappelé tout à l'heure pour Tuvalu, et celles-là provoquent des décisions prises par les populations locales qui sont plus progressives, plus silencieuses, mais qui sont tout aussi profondes. Alors, je crois que la vague de chaleur dans laquelle nous sommes maintenant, et c'est déjà la deuxième, il faut rappeler que fin mai, on en a déjà eu une première, c'est la deuxième en moins d'un mois, ce qui est quand même assez extraordinaire. Peut-être qu'on ne réalise pas à quel point nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est un symbole puissant, parce que cette vague de chaleur, bien sûr, elle est dangereuse et elle va avoir malheureusement des conséquences qui probablement plutôt ne seront visibles dans les statistiques médicales, épidémiologiques dans plusieurs mois. Le système de santé en Belgique, il met d'habitude 3 à 6 mois, parfois même plus, pour collecter toutes les données à propos de la mortalité et de la morbidité. Donc ce n'est que dans un certain nombre de mois que l'on lira, à un moment où il fera beaucoup plus froid et où les journaux mettront ça à la page 17, que les vagues de chaleur de cet été, et il y en aura peut-être encore d'autres dans les semaines qui viennent, auront tué X centaines de personnes supplémentaires par rapport à la mortalité habituelle dans nos régions. Et donc cette vague de chaleur, c'est un symbole puissant, elle est dangereuse, elle va avoir des conséquences chez nous très sérieuses, mais
nous avons les moyens, et pourtant nous avons les moyens. Donc imaginez les moyens nous aurions les moyens, nous devrions avoir les moyens, nous avons dans une certaine mesure les moyens de protéger au moins une partie de la population contre ces événements, mais il faut essayer de s'imaginer ce qu'une situation comme celle que l'on a maintenant représente dans une région où l'accès à l'eau est déjà limité, où les logements sont précaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de logements précaires chez nous, mais enfin, dans l'ensemble, il y a des régions du monde où les logements sont beaucoup plus précaires que chez nous en moyenne, où l'électricité est instable, hein, où même si on a un système de conditionnement d'air, ce qu'une toute petite minorité dans les pays en développement s'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne quelques heures par jour. Hein, là où l'agriculture dépend directement de pluies qui sont devenues imprévisibles, là où le système d'assurance n'existe pas, parce que quand il y a des inondations chez nous, on peut encore, dans une certaine mesure, avec toutes les difficultés, toutes les discussions que l'on peut avoir, s'adresser aux assurances, s'adresser au fonds des calamités, mais dans beaucoup de pays, il n'y a tout simplement pas de système comme cela. Donc là où l'État n'a pas les moyens d'aider rapidement, le même aléa climatique, comme on l'appelle, donc le même événement climatique extrême, ou la même situation plus lente, mais associée au changement climatique, comme celle que je décrivais tout à l'heure, n'a pas du tout les mêmes conséquences suivant la vulnérabilité, qui est une notion éminemment sociale et socio-économique. Hein. Et donc le GIEC a expliqué déjà depuis un certain nombre de rapports que les risques associés au changement climatique sont en fait une fonction, donc sont le résultat, si vous voulez, de 3 facteurs. Bien sûr, ce qui concerne les événements climatiques eux-mêmes, hein, donc l'intensité des vagues de chaleur, leur durée, l'intensité des pluies, la fréquence des inondations, l'élévation du niveau des mers, que sais-je, mais aussi la vulnérabilité, hein, qui est éminemment socio-économique, comme je viens de le rappeler, et ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire la taille des populations ou la surface des écosystèmes potentiellement affectés par un phénomène. C'est évident qu'un cyclone tropical qui va frapper une île déserte ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'un cyclone tropical qui arrive sur une région côtière très densément peuplée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Et donc le risque, c'est le produit des 3. Donc, une même température, une même inondation, une même sécheresse peut avoir des conséquences très différentes suivant les conditions sociales, économiques et politiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle la question climatique, la justice climatique, parce qu'il y a des aspects liés à la justice, notamment en termes de responsabilité historique des pays développés qui ont émis la plus grande partie du stock de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier qui se trouve au-dessus de nos têtes, parce que le CO2 a malheureusement le très mauvais goût de rester longtemps dans l'atmosphère une fois qu'il est émis. Il reste des dizaines d'années, une partie de ce CO2 reste des siècles dans l'atmosphère, et ce CO2 joue le rôle d'une couche isolante transparente pour le rayonnement solaire, mais pas transparente pour la chaleur, ou peu transparente pour la chaleur, et donc plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la chaleur s'accumule à la surface de la Terre et plus la température monte. Et comme ce CO2 reste longtemps dans l'atmosphère, ça veut dire très concrètement que la couche de CO2 qui explique en partie la vague de chaleur dans laquelle nous sommes maintenant, hein, elle est associée à aux émissions qui ont eu lieu au cours des 150-200 dernières années. Depuis la révolution industrielle, depuis qu'on a commencé à brûler massivement, y compris chez nous, du charbon, du pétrole et du gaz, et aussi à déboiser massivement. Et donc, il y a un lien entre ce qui se passe maintenant et ce qui a été émis principalement dans les pays développés et principalement par les populations les plus riches dans les pays développés dans le passé. Hein, donc c'est pour ça que l'on parle de justice climatique. Mais je reviens à ce que j'étais en train de dire. Cette justice climatique, elle est indissociable de la justice sociale parce que les facteurs socio-économiques ont une influence très grande sur la vulnérabilité. Donc quand
on parle de migration climatique, hein, et Sotieta l'a rappelé, on parle évidemment rarement, hein, c'est un euphémisme, de personnes qui partent par confort. Hein, on parle souvent de personnes qui cherchent à protéger leur famille, leur santé, leurs moyens de subsistance, leur dignité. On parle de personnes qui ont très peu contribué elles-mêmes au changement climatique, alors qu'elles en subissent les conséquences les plus concrètes et les plus importantes. Et c'est ce que j'ai appelé il y a une vingtaine d'années la double injustice climatique fondamentale, puisque ceux qui ont le moins contribué à la création du problème climatique sont souvent les plus exposés et les moins protégés de ces conséquences. Alors j'allais faire des remarques dont on trouve certains éléments dans les rapports du GIEC sur la notion souvent mal comprise, souvent mal écrite de réfugiés climatiques, mais Sotieta a couvert ce sujet beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas en reparler. Mais je voudrais insister sur autre chose que le GIEC dit et qui est très important. C'est que augmenter les capacités d'adaptation dans les pays où vivent les personnes qui sont incitées, qui ont envie de migrer, ou qui sont forcées de migrer plutôt, ces mesures d'adaptation peuvent réduire de manière importante les impacts négatifs des déplacements et des migrations involontaires. Ça peut améliorer les possibilités, élargir les possibilités de choix des personnes de manière à ce que ce choix ne soit plus forcé par les circonstances. Donc, un objectif en tout cas pourrait être de ne pas dire que personne ne bouge jamais. Hein, dans l'histoire humaine, la mobilité a toujours existé. Mais l'objectif devrait être que personne ne devrait être forcé de fuir dans l'urgence, dans la peur, sans droit, sans protection, sans avenir. Il faudrait que les personnes puissent rester là où elles sont nées, là où elles vivent, si elles le souhaitent, et partir si elles le doivent ou si elles le souhaitent. Mais de toute façon, si elles partent, il faut absolument que ça se passe dans des conditions humaines. Et ça devrait, à mon avis, impliquer d'agir à plusieurs niveaux. Et je propose cinq pistes, et il y a évidemment des recoupements entre les 5 pistes que je vais évoquer rapidement et ce qui a été dit par mes deux collègues. La première piste, c'est il faut absolument continuer, excusez-moi de prendre cela comme première piste en tant que climatologue, il faut absolument continuer à travailler sur la réduction beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait jusqu'à présent des émissions de gaz à effet de serre. Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver tous, aussi bien ici que dans tous les autres pays du monde, dans des situations où l'adaptation ne sera quasiment plus possible ou sera hors de prix. Donc il faut absolument continuer à travailler sur les sources du problème. Et les sources du problème, ce sont les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 et de méthane en particulier. C'est la base. Parce qu'on ne peut pas parler par la suite, même s'il faut en parler, d'adaptation, de solidarité ou de migration climatique si on continue à alimenter la machine infernale qui cause ces événements extrêmes dont nous voyons un petit échantillon encore fort gentil, excusez-moi de le dire, celui que nous vivons maintenant, encore fort gentil par rapport à ceux que l'on risque de voir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on reste sur la trajectoire d'émissions actuelle. Deuxième piste, après la réduction plus rapide que jusqu'à présent des émissions de gaz à effet de serre, il faut financer l'adaptation au changement climatique, en particulier là où les besoins sont les plus grands. Alors bien sûr, il faut, j'en dirai peut-être un petit mot si le temps le permet, il faut travailler sur cette question de l'adaptation chez nous aussi. On n'a pas encore assez fait, ça n'a pas été ni la réduction d'émissions, ni les réductions d'émissions, ni l'adaptation n'a chez nous été une priorité, mais dans le contexte de ce dont nous parlons, il est essentiel de financer l'adaptation là où les besoins sont les plus grands, parce que c'est souvent, ça permettrait souvent de faire la différence entre rester ou partir pour ceux qui deviennent migrants
climatique ou climatique entre guillemets ou partiellement climatique, même s'il y a d'autres facteurs que le climat, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça veut dire protéger les côtes, restaurer les écosystèmes, adapter l'agriculture là où c'est possible, mieux gérer l'eau, construire des systèmes d'alerte précoce, renforcer les systèmes de soins de santé, améliorer les logements, protéger les travailleurs, développer des filets de sécurité sociale. Et ça demande évidemment de l'argent. C'est au cœur de certaines des questions qui sont évoquées lors des COP. Lors de la COP numéro 29, il y a 2 ans, à Bakou, la question du financement des politiques climatiques et de la coopération internationale au travers de financements, notamment pour l'adaptation, était au cœur des discussions. Et je vais me permettre d'ouvrir une petite page de publicité à ce moment-là. La COP29 et le financement de l'action climatique, c'est un des sujets que nous avons traité dans la lettre de la plateforme Wallonne pour le GIEC que j'ai créée il y a 10 ans, lettre qui est tout à fait gratuite, sous forme digitale. On ne les imprime que pour la promotion, ce que je suis en train de faire si vous n'avez pas remarqué. Et j'en ai quelques exemplaires imprimés là-bas, vous pourrez vous servir après. Celle-ci, c'est celle qui est justement sur le financement de l'atténuation et de l'adaptation et le financement climatique international. Donc, deuxième piste, c'est financer l'adaptation là où les besoins sont les plus grands. Troisième piste, reconnaître les pertes et dommages. Aussi une discussion qui était à l'agenda, qui est toujours à l'agenda des COP au plan international, qui a aussi fait l'objet d'une lettre entière de la plateforme Wallonne sur le GIEC, pour le GIEC, bien avant que ça ne soit à l'agenda des Nations Unies d'ailleurs, parce que pourquoi est-ce qu'on doit parler de pertes et de dommages et reconnaître qu'il y a des pertes et dommages? Parce que malheureusement, il y a des pertes qui ne pourront pas être évitées par l'adaptation. Une fois qu'une terre est submergée parce que le niveau des mers l'a inondée, que ce soit à Tuvalu ou ailleurs, ou dans des régions côtières, peut-être qu'un jour Mar-a-Lago, que vous connaissez comme résidence de luxe de quelqu'un qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, sera sous l'eau, eh bien ce sera une perte. Alors je ne suis pas sûr que celle-là, nous devrions... que nous soyons appelés à la compenser, mais par contre, celle des populations de Tuvalu et des autres, là, il y a une vraie question qui se pose, parce que ces populations sont extrêmement peu responsables de ce qui a causé, dans l'exemple que je donne, l'élévation du niveau de la mer, mais ces populations vont tout simplement perdre une partie de leur territoire, ou peut-être tout leur territoire à un moment donné. Ça peut aussi être des pertes culturelles, des pertes affectives, des pertes spirituelles, identitaires. Il y a des cimetières qui ont été, sur certaines îles du Pacifique, qui ont été emportés par des cyclones tropicaux, par exemple, ou combinés à l'élévation du niveau des mers. Et donc, la justice climatique implique de reconnaître davantage ces pertes et de soutenir celles et ceux qui les subissent. Quatrième piste, et Sotieta en a évidemment parlé beaucoup mieux que moi, je pense qu'il faut organiser des voies de migration sûres, régulières et dignes. Je vois qu'à peu près tous les experts sont d'accord pour dire que si nous fermons toutes les voies légales de migration, nous ne supprimerons pas la migration. Et la seule chose que nous faisons, c'est la rendre plus dangereuse. Et donc il est important de contourner les passeurs, l'exploitation, les drames en mer Méditerranée en particulier, les violations des droits humains, etc. Et donc, il faut organiser des voies sûres, régulières et dignes pour cette migration, qui se passera au moins en partie, que nous le voulions ou pas. Cinquième et dernier point, il faut lutter contre les discours de peur, puisque le climat est parfois en train de devenir un prétexte pour nourrir la xénophobie. Il serait très dangereux, je crois, de dire les changements climatiques vont provoquer une invasion, comme certains le disent. C'est une rhétorique qui est à la fois fausse, simpliste et déshumanisante. La majorité des déplacements qui sont liés aux catastrophes se font d'ailleurs à l'intérieur des pays, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, dans les dizaines de millions de migrants pour des raisons soit climatiques, soit de catastrophes naturelles non climatiques comme les séismes. Une très grande majorité, jusqu'à présent en tout cas,
ont été constituées de migrations internes, au moins à l'intérieur de régions, et pas d'une région ou d'un continent à un autre. Hein, il faut avoir ça en tête aussi. Et donc, les personnes qui se déplacent ne doivent pas être vues comme des menaces. Ce sont d'abord des êtres humains qui cherchent à vivre en sécurité. Bon, je l'avais dit, je l'avais évoqué, mais je vois que le temps passe. L'adaptation, j'aurais voulu faire la remarque, et je le répète rapidement, que l'adaptation, elle doit se faire ici aussi. Hein, il faut adapter nos villes, nos logements, nos écoles, nos maisons de repos, nos hôpitaux, nos lieux de travail, nos transports publics. Je pense qu'on le voit, on a le nez dessus en ce moment, et il est grand temps que les politiques s'en rendent compte. Et j'espère qu'aux prochaines élections, les citoyens et les citoyennes de Belgique se souviendront de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, et de ce qui se trouve se trouvera ou ne se trouvera pas dans les programmes électoraux lors des prochaines élections. Je vais arriver au bout de mon exposé pour laisser du temps aux questions, et je voudrais conclure avec je voudrais terminer avec une idée simple. Parce que la question, ce n'est pas seulement combien de personnes vont bouger à cause du climat. C'est une question importante, on peut beaucoup travailler sur cette question-là, c'est une question qui peut rester comme très mathématique, très froide, très statistique, très anxiogène. Et une question plus juste, c'est sans doute, que faisons-nous, que pouvons-nous faire pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent vivre dignement à la surface de cette petite planète, la seule planète habitable du système solaire, en parenthèse, là où elles souhaitent vivre, et pour que celles qui doivent partir puissent le faire en sécurité et avec des droits. C'est cela l'enjeu humain des migrations climatiques. Pour terminer, je voudrais suggérer que vous reteniez trois messages de ce que j'ai dit, alors que la chaleur nous rappelle ce soir très concrètement quelle est la réalité de ces changements climatiques. Le premier, c'est que les changements climatiques contribuent déjà à déplacer des personnes directement ou indirectement, surtout là où ils frappent des populations vulnérables, et que cette vulnérabilité est souvent de nature socio-économique. Deuxième message, ces déplacements ne sont pas seulement d'origine climatique, ils sont aussi liés à la pauvreté, aux inégalités, aux conflits, à la gouvernance, à l'accès aux ressources, aux droits humains. Et donc la réponse, elle ne doit pas être uniquement technique et ingéniérale, elle doit être sociale, politique, humaine, et pas seulement technique. Enfin, troisième et dernier message, nous avons une marge d'action immense. Nous avons le futur entre nos mains. Il faut refuser la fatalité. Nous pouvons réduire les émissions. Nous pouvons renforcer l'adaptation. Chaque dixième de degré que l'on va réussir à éviter à l'avenir constituera une victoire et des impacts en moins pour des dizaines, si pas des centaines de millions de personnes à la surface de la planète. Donc tout ce qui est encore fait aujourd'hui et dans les années qui viennent peut être extrêmement important, tant du côté des réductions d'émissions que du côté de l'adaptation. Donc décider de financer les pertes et dommages qu'on doit avoir reconnus préalablement, protéger les droits, organiser des voies sûres pour les migrations, lutter contre les discours de haine, tout cela, ça peut être fait. Et cela peut réduire la souffrance et augmenter la liberté de choix des personnes dont nous parlons. Le climat en crise met au moins en partie des peuples en mouvement, mais il peut aussi, j'en suis convaincu, mettre nos sociétés en mouvement vers plus de justice, plus de solidarité et plus de lucidité. Merci pour votre attention.